Risque d'instabilité, guerre, tensions, conflits aux frontières, misère sociale, menaces géopolitiques, économiques ou climatiques, voilà comment les services de renseignement américains, notamment la CIA, regardent ou perçoivent l'Algérie en 2035. L'Algérie fait partie, elle est exposée à un retour en force de la misère sociale. D'ailleurs, on sera quasiment plus un pays pétrolier à partir de 2030. Faute de revenus pétroliers importants, on ne pourra pas financer la paix sociale. Durant les 20 prochaines années, sans croissance ni développement suffisant pour maintenir une stabilité, la région très jeune du Sahel pourrait générer des flux affectant l'Algérie, notamment le Niger et le Mali. C'est parmi les pays avec le plus fort taux de natalité au monde. Il y aura beaucoup de jeunes à cause de la sécheresse, du réchauffement climatique, de l'instabilité sécuritaire et du sous-développement économique. Beaucoup de ces jeunes subsahariens vont vouloir immigrer en Algérie. Un renouvellement générationnel et avec une augmentation de leur part de la population et le rajeunissement de la population, les jeunes vont demander de plus en plus de démocratie. Seule la démocratie pourrait permettre à ces pays-là d'être mieux gérés, d'associer les élites, d'associer la société civile à la prise de décision pour mettre en place des politiques de gouvernance efficaces qui pourraient assurer le développement du pays et sa stabilité. Risque d'instabilité, guerre, tensions, conflits aux frontières, misère sociale, menaces géopolitiques, économiques ou climatiques, ainsi que la démocratisation urgente pour préserver la sécurité nationale et l'unité du pays, voilà comment les services de renseignement américains, notamment la CIA, regardent ou perçoivent l'Algérie en 2035. L'Algérie en 2035, vue par la CIA, dans cette émission, bienvenue dans les enquêtes d'Algérie partent, nous allons vous expliquer comment les services secrets américains perçoivent l'évolution de l'Algérie, son avenir et comment, pour eux, la configuration politique, économique et diplomatique de l'Algérie risque de se présenter ou de se profiler à l'horizon de 2035. Pour obtenir ces prospectives et ces analyses et pour les documenter et les étayer, on s'est appuyé sur un livre. Un livre que nous vous conseillons de lire à tout prix, parce que c'est l'un des livres les plus brillants et les plus lucides en matière d'analyse et de prospective de géopolitique mondiale. Ce livre, c'est la CIA, le monde vu par la CIA en 2035, ou le monde en 2035 vu par la CIA, le paradoxe du progrès. Le monde en 2035, vous le voyez à l'écran, vu par la CIA. De quoi il s'agit? Ce livre est en réalité la traduction et le traitement d'un rapport qui a été réalisé par le Conseil national du renseignement américain. Le Conseil national du renseignement américain. C'est un rapport qui a été écrit en anglais, qui a été traduit dans ce livre, qui a été annoté et expliqué par des experts, traduit en français. Le rapport, il existe en anglais, dans sa version originale. Ce livre, en réalité, nous explique ce que sera un rapport mondial, un rapport américain du Conseil national du renseignement, comment il voit l'évolution du monde et l'évolution des relations de politique internationale et l'évolution de la configuration de la planète sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan diplomatique et sur le plan climatique d'ici 2035. Alors là, des explications s'imposent. Parce qu'en Algérie, quand on parle des services de renseignement américains, on ne connaît que la CIA. En réalité, aux États-Unis d'Amérique, ils ont 18 services secrets, 18 agences de renseignement. Et ces 18 agences de renseignement, quand vous les voyez à l'écran, il y a la CIA, il y a le FBI, il y a quelques d'autres, il y a la DEA, il y a la NSA, il y a quelques services de renseignement qui sont plus ou moins connus, comme la NSA pour les échos téléphoniques, la surveillance, tout ce qui est communication électronique et téléphonique. Vous avez la CIA, c'est la plus connue, c'est le renseignement extérieur, mais vous avez le FBI qui fait des enquêtes et qui fait l'office pratiquement de renseignement intérieur américain. Et vous avez le renseignement militaire, vous avez même un département de renseignement qui est spécialisé uniquement dans l'énergie. Vous avez des services de lutte contre la drogue, vous avez des services de lutte contre l'immigration, le renseignement militaire, la marine, elle a son propre service de renseignement. Donc il y a 18 services de renseignement qui ne sont pas tous connus. La plus célèbre agence des services de renseignement américains, elle demeure inévitablement la CIA qui est très connue, qui est très puissante, qui a beaucoup de moyens, qui a énormément de ressources humaines, de ressources financières et qui a été célébrée notamment dans des grosses productions hollywoodiennes
du cinéma américain. C'est pour ça que la CIA elle est beaucoup plus connue. Et s'ensuit juste après la CIA le FBI, qui est un peu moins connu que la CIA, mais qui est aussi célébré, aussi légendaire que la CIA. Mais en réalité, il y a 18 services de renseignement aux États-Unis d'Amérique qui sont tous regroupés autour de ce qu'on appelle la communauté du renseignement américain. Et cette communauté du renseignement américain, elle est dirigée par le chef du Conseil national du renseignement américain qui travaille directement sous la coupe du président de la République aux États-Unis d'Amérique, directement au niveau de la Maison-Blanche. Et cet organisme s'appelle le NIC en américain, en anglais, qui est l'organisme qui coordonne les analyses prospectives de l'ensemble de la communauté du renseignement américain. On parle du NIC parce que c'est le National Intelligence Council, donc c'est l'abréviation de ce Conseil national du renseignement américain. Et en 2017, pratiquement depuis 1997, ce Conseil national du renseignement américain, il publie chaque 4 ans, 3 ans, des grands rapports de plusieurs centaines de pages, jusqu'à 300-400 pages, qui analysent les évolutions ou qui font de la prospective. La prospective, c'est-à-dire comment le monde va évoluer dans 4, 5 ou 10 ou 15 ans. Alors, ces rapports sont publiés par la suite, sont rendus publics. Ces rapports ne représentent pas la politique officielle du gouvernement américain, mais c'est une synthèse indépendante des tendances mondiales à un horizon de 15, 10 ans ou 20 ans, et ils regroupent les conclusions des analyses faites par les experts ou les hauts responsables des différentes agences des services de renseignement américains. Ce livre, en réalité, s'intitule Le Monde en 2035 vu par la CIA. C'est un peu du marketing, mais en réalité, c'est pas que la CIA, c'est l'ensemble des services secrets américains. Mais la CIA, elle est considérée comme, encore une fois, comme la princesse ou la reine des services de renseignement américains. C'est pour ça que ce livre a été intitulé, encore une fois, Le Monde vu par la CIA, alors qu'il ne s'agit pas uniquement des analyses de la CIA. C'est très intéressant, pourquoi ? Parce que la prospective est à la fois une science, une discipline scientifique, c'est-à-dire comment l'évolution du monde, comment elle sera déterminée en se basant sur les mutations économiques, technologiques, politiques, diplomatiques, sécuritaires et même climatiques. Donc à partir de toutes les innovations auxquelles nous assistons dans le monde aujourd'hui, on peut imaginer, la prospective, c'est comment imaginer le monde de demain. Quel sera le visage, quels seront les rapports de force, quels seront les acteurs, quelles seront les forces qui vont déterminer et les dynamiques qui vont déterminer l'évolution du monde de demain. Il ne s'agit pas de faire de la sorcellerie ou de la voyance, dire voilà comment l'avenir sera. Il ne s'agit pas de prédire l'avenir. Il s'agit de anticiper des évolutions, encore une fois politiques, sécuritaires, diplomatiques et climatiques ou économiques pour se préparer aux défis du monde de demain. Donc le Conseil national du renseignement américain, dans ce rapport intitulé Le paradoxe du progrès. Pourquoi le paradoxe du progrès ? Parce que dans le paradoxe du progrès, il y a le progrès scientifique et économique, etc. Le progrès généralement, ça n'apporte que des bonnes choses, que des bienfaits, mais il y a aussi le paradoxe, c'est que dans ce progrès que connaît l'humanité, que l'humanité est en train de vivre, progrès technologique, progrès scientifique, progrès économique, progrès dans l'utilisation de pas mal de nouveaux procédés scientifiques, le progrès dans la lutte contre la misère humaine, contre les maladies infectieuses, les maladies dangereuses. Dans ce progrès-là, il y a aussi des risques et des menaces qui accompagnent l'évolution du monde, et quand on élimine une menace ou un danger, d'autres menaces et d'autres dangers émergent, et le rôle de ce rapport américain, ou le rôle des différents services de secret américain, est d'anticiper les menaces de l'avenir. Vous savez le sommaire, donc le sommaire, c'est un livre de 359 pages, c'est très consistant. On parle par exemple comment les riches vieillissent mais pas les pauvres, comment l'économie mondiale amorce un virage, comment l'évolution des technologies va rendre difficile le monde de demain, les innovations technologiques, comment elles accélèrent la marche vers le progrès mais créent aussi des ruptures, qui seront exclus de ces progrès et qui vont en profiter, comment sera la gouvernance mondiale, la menace du changement du changement climatique, les tendances mondiales, comment ils vont transformer le pouvoir et la politique. C'est vraiment un rapport qui date de 2017, mais qui est toujours d'actualité, puisque les tendances qu'il analyse sont en train de
D'ailleurs, nous sommes aujourd'hui en 2026. L'année prochaine, ça fait 10 ans que ce rapport a été publié. Et quand on compare les analyses et les faits décrits par ce rapport avec les évolutions géopolitiques et économiques et scientifiques que nous vivons au quotidien dans le monde aujourd'hui, on est vraiment ébahi par la pertinence, par la justesse, comme si vraiment ce rapport a été écrit par des prédicateurs, c'est-à-dire par des gens qui ont prédit, par vraiment des voyants. Bon, l'Algérie, elle est citée à plus exactement 4-5 reprises. 4-5 reprises dans différentes pages. Elle est citée précisément à 5 reprises. À 5 reprises. La première fois, dans le premier chapitre où l'Algérie est citée, c'est un chapitre qui traite du Moyen-Orient, Afrique du Nord. Moyen-Orient, en Afrique du Nord. Et dès le départ, la première analyse que fait la CIA et les autres agences des services de renseignement, des services secrets américains sur l'Algérie, elle est plutôt rassurante. Pourquoi ? Parce que dans cette analyse, on nous dit les troubles de ces dernières années ont interrompu une période de réduction significative de la pauvreté et d'affranchissement des individus. Depuis 1997, la misère a progressivement reculé partout dans la région, notamment en Algérie, Jordanie, Maroc et Égypte, où la part de la population vivant sous le seuil de la pauvreté est passée de 12 à 2% entre 1981 et 2005. Donc l'Algérie fait partie des pays qui, entre 1981 et 2005, ont effectivement réduit significativement la part de la misère sociale, c'est-à-dire le niveau de la pauvreté a reculé. Ceci dit, dans le monde de demain, dans le monde de 2034, l'Algérie risque de subir, encore une fois, malheureusement, un retour en force de cette misère sociale. Pourquoi ? Ce rapport américain nous explique, depuis les troubles sont sans conteste ralentis, sinon renverser ce processus. Les troubles géopolitiques, les troubles politiques, les problèmes de voisinage entre l'Algérie et le Maroc, les problèmes du terrorisme et d'insécurité au niveau des pays, au niveau du Sahel, la crise libyenne, les troubles politiques qui ont éclaté au lendemain du printemps arabe, les menaces des différents groupes terroristes ou différents groupes criminels. Donc les troubles ont ralenti le processus de lutte contre la misère sociale et la pauvreté. Il y a aujourd'hui même un renversement de ce processus. L'Algérie fait partie maintenant, elle est exposée à un retour en force de la misère sociale. L'Iran, par exemple, a également réduit la pauvreté, élargi ses classes moyennes et augmenté les taux d'alphabétisation depuis 1999, sans assistance des pays moins explosifs, mais qui, comme le Liban et la Jordanie notamment, abritent un grand nombre de réfugiés, verront aussi cette tendance à l'amélioration se retourner. Donc, il y a un risque de retour en force de la misère sociale. Donc, premier danger pour l'Algérie, d'ici l'année 2034, c'est la misère sociale. Et ça, on le dit souvent dans nos émissions à Algérie Part. On le dit, mes amis, la problématique économique, elle est majeure pour l'avenir du pays. Il faut absolument qu'on s'attarde et qu'on s'intéresse de près au sujet économique. La pauvreté peut engendrer l'instabilité politique. Quand la pauvreté s'installe ou s'instaure dans un pays, quand elle s'accélère, quand elle s'empare d'une population d'un pays, elle génère des fléaux sociaux. Les fléaux sociaux génèrent des frustrations collectives et les frustrations collectives peuvent générer des crises politiques et des crises d'instabilité politique. Donc c'est le danger number one. C'est la misère sociale et la pauvreté. L'Algérie doit être outillée pour éviter que les troubles géopolitiques n'impactent son économie et ne l'entraînent dans des crises économiques qui vont aggraver ou qui vont faire revenir ou qui vont relancer la misère sociale et la pauvreté dans notre pays. Donc c'est le premier danger. À la page 179 de ce rapport, que vous allez voir à l'écran certainement, on parle d'un autre danger. Alors, je vous cite, c'est un passage qui parle des monarchies, des pétromonarchies du Golfe. Il est écrit, la région connaîtra les riches pétromonarchies du Golfe puiseront dans leurs réserves pour soutenir la demande intérieure, mais auront moins à partager. Les producteurs moyens, comme l'Algérie et l'Irak, vont peiner à acheter la paix sociale. Le risque de répression des dissidences se renforcera. En 2034, la production du pétrole algérien va beaucoup faiblir. Les gros pays pétroliers resteront les pays du Golfe, qui peuvent produire au-delà de 5 millions de barils par jour. Mais les pays qui produisent moins de 3 millions de barils par jour, comme l'Algérie et l'Irak, vont
se retrouver en 2034 avec une production, avec une capacité de production nationale beaucoup plus faible. Je vous rappelle que l'Algérie, elle produit depuis 2019 moins de 1 million de barils par jour. Déjà en 2019, on peut relier la crise politique de 2019 avec la mauvaise situation économique du pays, puisqu'on produisait moins de 1 million de barils par jour, donc moins de revenus pour l'État algérien, donc moins de revenus, comme le dit le rapport de la CIA et des autres services secrets américains, pour acheter ou pour financer la paix sociale. Et d'ici 2034, on va produire beaucoup moins de pétrole. Le pétrole, d'ailleurs, on sera quasiment plus un pays pétrolier à partir de 2030, puisque sur les 900 000 barils que nous produisons aujourd'hui, 400 à 500 000, 400 et quelques, presque 500 000 vont vers le marché intérieur, et on n'exporte que 400 000 et quelques, presque 500 000. Donc la moitié de ce que nous produisons part pour le marché intérieur. D'ici 2030, on va dépasser les 50 millions d'habitants, et les prévisions assurent que plus de 70% de la production va aller pour le marché intérieur. En 2034, ce sera encore pire. C'est-à-dire qu'il nous restera à peine, dans le meilleur des scénarios, 20 à 10% de notre production du pétrole qui pourra être exportée. Ça, c'est dans le meilleur des scénarios. Dans le pire des scénarios, c'est d'ici 2034, on n'aura peut-être même pas assez de pétrole pour notre propre consommation nationale. D'ici 2034, avec la croissance démographique algérienne, on sera entre 52 à 53 millions d'habitants. Ce qui est quand même très différent des trentaines de millions d'habitants que nous avons l'habitude de connaître en Algérie. Donc la croissance démographique sera plus importante et faute de revenus pétroliers importants, on ne pourra pas financer la paix sociale. Ça, c'est le deuxième danger que l'Algérie doit affronter d'ici 2034 et qui concerne le retour en force et l'accélération de la misère. Et quand le pays s'appauvrit, vous avez donc des problèmes politiques, des instabilités, des manifestations, des troubles, des émeutes, des rassemblements. Et face à ces manifestations de colère, les régimes en place, comme en Algérie ou en Irak, vont réprimer durement les dissidents. Pour garantir l'ordre public, au lieu de travailler sur la prospérité, au lieu de procurer la prospérité à la population, ou de lui offrir l'épanouissement socio-économique, faute de moyens pour financer la paix sociale, eh ben on va aller maintenir l'ordre public avec la répression et la persécution. Donc le risque d'une dérive autoritaire et totalitaire sera plus important en Algérie, malheureusement, d'ici l'année 2024. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour la démocratie en Algérie, parce que malheureusement, comme vous le savez, la dictature ne génère que la pauvreté. Il y a très peu de dictatures prospères à travers la planète. Et d'ici 2035, je parlais tout à l'heure de l'horizon 2034, là on parle de 2035, pas 2034. Donc suite au premier danger qui est la misère sociale, la misère qui va augmenter significativement en Algérie en 2035, il y a le risque d'une incapacité de l'État algérien à garantir la paix sociale, et donc un risque de répression accrue, de répression très musclée de tous les mouvements de dissidence, parce que l'État n'aura pas les moyens d'offrir des bons salaires, d'augmenter les salaires, de maintenir les subventions sociales, ou d'offrir des avantages financiers à la population pour maintenir l'ordre public et la paix sociale. Donc la réponse sécuritaire et la réponse musclée, la réponse politique musclée sera malheureusement au rendez-vous, et ça c'est très dangereux. Très dangereux. L'autre passage où l'Algérie elle est citée, le troisième passage, et ça va concerner le troisième danger auquel l'Algérie, c'est le risque d'instabilité. Dans la page, je crois que c'était la page 189, si je ne me trompe pas, non, c'est la page 182 de ce rapport américain, de ce rapport du Conseil national américain, du Conseil du renseignement américain. Alors, à la page 182, il est expliqué que les risques d'instabilité en Égypte, en Algérie, en Égypte, les risques d'instabilité en Algérie, en Égypte et en Arabie Saoudite se renforceront certainement à long terme, surtout si les cours du pétrole restent bas. Riyad a lancé un train de réforme modeste sur le plan social et politique, plus ambitieuse en économie. Ces efforts pourront être payés d'emplois pour les jeunes, mais ils risquent de survenir trop tard pour satisfaire les attentes de la population. Leur objectif sera en outre très difficile à atteindre s'agissant à faire de l'Arabie Saoudite une alternative low cost aux émergents asiatiques et aux exportateurs africains, et un concurrent aux pays développés dans les services. Enfin, l'incertitude pèse sur leur pérennité, faute de visibilité, sur la succession du roi Salman. Donc l'Algérie, pour la CIA et les 18 services de renseignement américains, c'est l'Algérie et l'Égypte et l'Arabie Saoudite sont les trois pays de la région, de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, qui sont exposés à des risques d'instabilité. Pourquoi ? Parce que l'Égypte, d'abord, une population énorme. L'Égypte, elle est déjà à pratiquement plus de 110 millions d'habitants.
On est, dans les presque 120 on est à presque 120 millions d'habitants pour l'Égypte. En 2034, avec la croissance économique actuelle, l'Égypte va dépasser les 150 ou les 160 millions d'habitants. Donc ça sera le pays le plus peuplé du monde arabe. Et c'est très compliqué. L'Égypte, elle est déjà à 120 millions, 118 millions depuis 2025. En 2035, elle sera largement au-delà de 150 millions avec une possibilité d'atteindre les 160 millions. Donc c'est un énorme pays avec pas beaucoup de ressources financières. Donc il y a des risques d'instabilité où la pauvreté, la précarité, la mauvaise gestion, les dérives de la dictature, faute de démocratisation, faute de développement économique assuré par une bonne gouvernance. Et pour prendre soin avec les mutations climatiques, l'Égypte et l'Arabie Saoudite et l'Algérie, c'est des pays sahariens, c'est des pays chauds qui seront exposés fortement aux conséquences néfastes du réchauffement climatique. Donc, l'Algérie, avec la perte de son statut de pays pétrolier, avec beaucoup moins de gaz à exporter, parce que elle s'appuie uniquement sur les énergies fossiles, qui ne sont pas des énergies renouvelables. L'Arabie Saoudite, parce qu'elle aura beaucoup moins de pétrole à exporter, elle aura une population de plus en plus jeune. Ce sont les 3 gros pays de la région qui sont exposés, donc selon ce rapport du Conseil national américain du renseignement, à des risques d'instabilité accrus. Je dis bien un risque d'instabilité accrue. Et là, l'Algérie doit absolument prendre en compte ces perspectives. Et effectivement, ces perspectives, on le voit bien, collent à des réalités, collent à des faits qui sont palpables et qui sont vérifiables. Le 4e passage où l'Algérie est citée dans ce rapport du renseignement américain sur le monde en 2035, c'est le risque de l'immigration clandestine ou le risque d'une immigration irrégulière qui va s'abattre en quelque sorte sur le territoire algérien. Ce passage, c'est la page 250 de ce livre et de ce rapport. À la page 250, il est expliqué que durant les 20 prochaines années, sans croissance ni développement suffisant pour maintenir une stabilité, la région très jeune du Sahel pourrait générer des flux affectant l'Algérie, le Ghana, Kenya, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie. Par ailleurs, les conflits qui agitent actuellement l'Afrique subsaharienne ou l'Afrique équatoriale centrale augmenteront l'afflux des migrants vers le Botswana, le Kenya, l'Afrique du Sud, la Tanzanie. L'Algérie, donc, sera exposée à une problématique migratoire. Il faut savoir que nos pays voisins, notamment le Niger et le Mali, c'est parmi les pays avec le plus fort taux de natalité au monde. C'est des pays très très jeunes, beaucoup plus jeunes que l'Algérie, où ils font beaucoup d'enfants que l'Algérie. Le Mali et le Niger. Le Niger, notamment, c'est un pays très très jeune, avec un taux de natalité record. Mais vraiment, la population du Niger est d'ores et déjà pratiquement presque 30 millions d'habitants. D'ici 2035, selon les statistiques, elle va doubler, elle va dépasser les 40 millions d'habitants. Il y aura beaucoup de jeunes à cause de la sécheresse, du réchauffement climatique, de l'instabilité sécuritaire et du sous-développement économique. Beaucoup de ces jeunes subsahariens vont vouloir immigrer en Algérie. Donc l'Algérie sera confrontée à un flux migratoire, à une arrivée sur son sol de nouvelles populations qu'il faudra entretenir, qu'il faudra surveiller, qu'il faudra contrôler, qu'il faudra aussi prendre en charge et qu'il faudra assimiler. Et ça pourrait déstabiliser l'Algérie. C'est ce risque migratoire, cette problématique migratoire n'est pas traitée dès maintenant ou n'est pas anticipée dès maintenant. Enfin, le 5e passage, où l'Algérie elle est citée dans un passage important, c'est la page 250 toujours, et c'est le passage peut-être qui sera le plus éloquent et le plus nécessaire à comprendre pour les dirigeants algériens afin de préparer l'avenir du pays, c'est la démocratisation nécessaire et urgente dont l'Algérie aura besoin. Pourquoi ? Alors que dit ce passage ? Depuis les années 1970, les fenêtres d'opportunités démographiques sont liées au développement et à la stabilité des démocraties libérales. Ce fut le cas du Brésil, du Chili, de la Corée du Sud et de Taïwan. À la fin des années 1980 et dans les années 1990, et plus précisément de la Tunisie, ce modèle suggère que dans les années à venir, un ou davantage des plus importants pays actuellement en phase intermédiaire, l'Algérie, la Colombie, l'Équateur, le Maroc, la Birmanie ou le Venezuela, pourraient accomplir leur transition vers une plus grande démocratie. Ça, c'est le scénario positif pour l'Algérie. Donc l'Algérie, elle est confrontée à un risque d'instabilité qui va la conduire vers plus de répression. Mais à long terme, l'Algérie a la possibilité de devenir une démocratie et elle est classée par les services de renseignement américains dans la catégorie des pays qu'on appelle les pays
en phase intermédiaire, à savoir l'Algérie, la Colombie, l'Équateur, le Maroc, la Birmanie ou le Venezuela. C'est-à-dire c'est des pays qui ont une démographie importante, une démographie jeune, un renouvellement générationnel et avec une augmentation de leur part de la population et le rajeunissement de la population, les jeunes vont demander de plus en plus de démocratie et que seule la démocratie pourrait permettre à ces pays-là d'être mieux gérés, d'associer les élites, d'associer la société civile à la prise de décision pour mettre en place des politiques de gouvernance efficaces qui pourraient assurer le développement du pays et sa stabilité. Donc, une plus grande démocratie, c'est la solution pour l'Algérie. C'est le meilleur scénario qui se profile pour l'Algérie. Si l'Algérie veut, encore une fois, protéger son unité nationale, son intégrité territoriale et garantir sa stabilité dans le monde très troublant et dangereux et incertain qui sera le monde de l'année 2035.